Si le parcours de Napoléon Bonaparte est désormais célèbre, peu sont ceux qui connaissent celui de son épouse, Joséphine de Beauharnais. La belle créole, telle qu'on la surnomme, a eu un destin atypique. Rien dans son enfance en Martinique ne laissait présager son couronnement à 41 ans à la cathédrale de Paris. Sa capacité à nouer des relations fortes l'a aidée dans les moments les plus difficiles de sa vie, mais également pour établir son mari en tant qu'empereur. Portrait d'une impératrice qui a changé le cours de l'histoire. Vous écoutez À la recherche de Joséphine, première partie. La future impératrice voit le jour dans un endroit inattendu, ici aux Caraïbes, sur l'île de la Martinique, sur la plantation de canne à sucre de ses parents. À sa naissance, en 1763, elle ne s'appelle pas Joséphine, mais Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. Ses parents l'appellent Rose et ses nourrices la surnomment Yayette. Monsieur et Madame de la Pagerie sont le roi et la reine d'une des plus belles plantations de l'île. Une plantation qui compte plusieurs centaines d'esclaves, employés aux travaux des champs, au concassage de la canne ou aux travaux ménagers. On sait peu de choses de son enfance en vérité, de ses premières années, de sa première enfance, qui est heureuse, qui est libre, qui est celle d'une petite créole, de la vieille roche, de la vieille aristocratie. Françoise Wagner, biographe, auteur de L'Impératrice Joséphine. Tous les jours, par exemple, ce que nous savons, c'est que tous les jours, ou presque, elle allait à la baignade, qui s'appelait Gros-Souris, sur la plantation de ses parents, se baigner dans une eau libre, ce qui lui a donné cette exquise gestuelle qu'elle a gardée toute sa vie, cette très jolie plastique, cette liberté du corps que n'avaient pas forcément ses petites compagnes de la métropole à la même époque. Une plantation, à l'époque, était une petite communauté isolée, coupée du monde extérieur. Andrea Stuart, biographe, auteur de La Rose de Martinique. Et dans ce monde, la famille de Joséphine était l'équivalent de la famille royale. Elle avait 3 nourrices qui lui donnaient à manger, l'habillaient, la dorlotaient et la pomponnaient. Elle devait se sentir comme le bébé le plus beau et le plus aimé au monde. Le rêve de Joséphine se brise alors qu'elle n'a que 3 ans. En 1766, il y a eu un cyclone, un ouragan, mais digne de nos tsunamis actuels, quelque chose d'absolument ravageur qu'on n'avait jamais vu de mémoire d'homme et qui a absolument dévasté l'île et la plantation de ses parents. Avec tous nos moyens météo modernes, il est difficile de s'imaginer vivre à une époque où il n'y avait pratiquement aucun moyen de prévoir de tels phénomènes. Un ouragan survient et les gens n'étaient pas préparés. Ils n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait. Donc la famille s'est retrouvée prise au dépourvu. Joséphine a été emmenée par sa nourrice et ses parents dans le bâtiment le plus solide de la plantation, celui où le sucre était produit, parce qu'il était en pierre. Et ils se sont cachés là pendant 2 jours, alors qu'une tempête d'une ampleur sans précédent détruisait tout sur son passage en Martinique. Cette peur de tout perdre, la jeune Rose la ressent intensément. Elle développe chez elle un réflexe de protection qui va la guider tout au long de sa vie. Un besoin de sécurité qu'elle va faire passer avant même son propre bonheur. Quand la famille est sortie de son refuge de fortune, ils ont découvert une scène de désolation. Des esclaves morts, des arbres déracinés, les rives submergées. Tout était dévasté. La superbe habitation en bois de la famille est détruite. Seuls les bâtiments en pierre en tenue. Les champs de canne à sucre sont dévastés. L'intégralité de la récolte est perdue. La vie patriarcale très orchestrée a changé, bien sûr, et s'est regroupée dans ce qui restait encore en dur, sur place, l'ancienne purgerie de cette énorme habitation des 3 îlets, où on s'est regroupé et où, ma foi, on a appris à survivre.
Perdre toute sa récolte pouvait ruiner et a ruiné un grand nombre de planteurs. La famille de Joséphine a été sérieusement affectée. En fait, il lui a fallu de très nombreuses années pour qu'elle se remette financièrement des destructions de l'ouragan. Profondément attachée à son île et à la plantation qui lui vient de ses parents, la mère de la jeune Rose ne s'économise pas pour relancer la culture de la canne, malgré les esclaves décédés et les maladies qui touchent la plante. Ce qui reste de la fortune des tachères de la pagerie est englouti dans la remise en état de la plantation. Madame de la pagerie était une maîtresse femme qui, avec ses enfants, gérait la plantation lors des absences du mari. Bernard Chevalier, historien, ancien directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. La mère de Rose était une force de la nature, une femme tenace et opiniâtre, qui en est arrivée à gérer la plantation et la diriger mieux que son mari n'aurait pu le faire. Car le père de Rose, bel homme, coureur de jupons, est le plus souvent absent. Madame de la pagerie, si elle offre à ses filles un exemple de courage et de ténacité, fait aussi naître chez Rose l'envie d'une autre vie. Une vie où les femmes ne sont pas sujettes aux écarts de conduite de leur mari et résignées à la gestion des basses besognes. La plupart des planteurs traitaient leurs esclaves de manière sévère et violente. En fait, l'utilisation de la violence faisait partie du fonctionnement d'une plantation. C'était l'unique façon de forcer les esclaves à effectuer les tâches épuisantes qu'implique le travail de la canne. En outre, il n'y a pas de preuve que Rose ait eu une attitude autre que bienveillante envers ses esclaves. Elle était une jeune femme. Ses esclaves avaient de l'attachement pour elle. Mais elle a dû apprendre à fermer les yeux sur toute cette violence et sur tous ces abus. Il faudra plusieurs années et beaucoup d'efforts pour que la canne donne à nouveau et que le sucre puisse être à nouveau envoyé par bateau vers l'Europe. Un semblant de vie normale reprend petit à petit ses droits. Pendant la semaine, tout le monde travaillait sur l'habitation, les petites filles vivaient leur vie, et le dimanche, on s'adonnait à une sorte de fête. Alors il y avait la fête des Noirs, des Nègres à l'époque, mais enfin c'était pas du tout dépréciatif, qui étaient de véritables bamboulas, comme on disait, on festoyait, on chantait, les tambours, on dansait, on paraît de ses plus beaux atouts. Donc à la grande case, avec guillemets, la grande case, c'est-à-dire la grande maison, les parents tenaient table ouverte. Quiconque a vécu sur une plantation est conscient de la relation intime qui se tisse entre les planteurs et ceux qui travaillent pour eux. C'est un monde très fermé. Donc planteurs et esclaves sont fascinés l'un par l'autre. Le père de Rose était un homme destiné à une vie plus exaltante que celle d'une plantation, qu'il trouvait ennuyeuse et fatigante. C'était le type d'homme qui avait l'étoffe d'un pionnier, de ceux qui créent les plantations, coupent les arbres et se battent contre les tribus locales. Mais lorsqu'il a pris en main le destin de la plantation, le travail était plus administratif. S'assurer que tout fonctionne, que chacun fait son travail. C'était trop ordinaire pour lui. Comme il préférait une vie plus excitante, il a eu tendance, année après année, à passer de plus en plus de temps loin de la plantation, à Fort-de-France ou tout autre endroit sur l'île, où il savait pouvoir s'amuser, jouer et boire, quitte à passer de moins en moins de temps à s'occuper de la plantation elle-même. Bel homme, dépensier, rarement à la maison, souvent plutôt à Saint-Pierre qu'à Fort-Royal,
et qui avait effectivement des maîtresses, qui a eu une fille naturelle avec une esclave noire, qui a eu toute une descendance qui existe encore, et Joséphine s'est beaucoup occupée de sa demi-sœur. Le père est un homme du XVIIIe siècle, un homme qui d'ailleurs a été assez proche de la cour, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il avait été page de la dauphine, Marie-Joseph de Saxe. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à la vie de Paris du XVIIIe siècle et qui a reporté en Martinique ses habitudes métropolitaines. Le père de Rose a eu une influence majeure sur son envie débordante d'aller en métropole. Combien de fois ne lui a-t-il pas raconté son existence à la cour de Versailles et à Paris, lui parlant de fêtes et spectacles grandioses. Il lui a décrit les feux d'artifice, les tenues somptueuses, ses rencontres avec les rois et les reines. Pour son aîné, ces récits ont avivé son désir, ont créé en elle l'envie d'une vie française. J'ai convaincu Mimi de m'emmener voir la sorcière qui vit seule dans une case tout là-haut sur la colline. Les esclaves disent qu'elle est habitée par les esprits des anciens, qu'elle jette des sorts, l'île future dans les cœurs. Mère la craint parce qu'elle parle de lui reprendre une fille. J'ai peur, mais j'ai envie de savoir ce que le destin me réserve. Aux Antilles, il y a toujours ce qu'on appelait à l'époque une vieille négresse qui prédisait l'avenir, qui lisait dans le thé, dans le café, dans les herbes. Tu vas faire un grand voyage. Un voyage au-delà des océans. Là-bas, tu vas te marier plusieurs fois. Quand tu seras malheureuse en mariage, tu seras reine. Non, presque reine. Pars, mon enfant, pars. Et cette prédiction n'apparaît seulement qu'en 1797, au moment où elle est déjà célèbre, elle est la femme du général Bonaparte. Elle y a beaucoup cru, elle l'a répété à tout le monde, donc pourquoi ne pas lui faire confiance, pourquoi ne pas imaginer qu'un jour on lui a prédit qu'elle serait plus que reine, on peut le croire. Joséphine n'en a jamais fait état, n'en faisait aucun cas. C'est Napoléon qui a repris ces ragots, ces légendes qui sont jolies d'ailleurs, il faut le dire, mais qui a repris ça à Sainte-Hélène. Napoléon était beaucoup plus superstitieux que Joséphine, qui n'était pas du tout superstitieuse, qui venait de l'ancienne société, qui épousait le terrain, qui épousait avec une raison, un discernement, une précision, une rigueur, un réalisme, je dirais, les situations. Personnellement, j'étais très sceptique quand je l'ai lu la première fois. Puis j'ai trouvé un article dans un journal de l'époque qui mentionne cette prédiction, longtemps avant que Rose ne devienne impératrice. Je ne suis pas de celles qui croient à un destin écrit d'avance. Et je n'accorde généralement pas de crédit aux diseuses de bonne aventure et autres médiums. Sandra Gulan, biographe, auteur de la trilogie Joséphine Bonaparte. Mais c'est dans les archives. On lui a dit qu'elle deviendrait plus qu'une reine. Une tante de Rose, Madame de Renaudin, est devenue la maîtresse du marquis de Beauharnais, un homme très riche résidant à Paris, dont la famille est amie de celle de la pagerie. Le petit Alexandre de Beauharnais, quand il est en âge de se marier, tout naturellement, les deux familles étant amies, ne demandent qu'à s'allier. Et c'est Madame de Renaudin qui fait une proposition, comme c'était l'usage à l'époque, qui en écrit à son frère Joseph Gaspard, pour lui dire, voilà, vous avez 3 filles, mon cher frère, nous sommes en âge de marier notre petit chevalier, envoyez-nous une de vos filles. Rose n'a guère de dot, ses parents n'ayant toujours pas réussi à reconstituer la moindre fortune. Pourtant, elle se prend à rêver d'une union qui la conduirait vers de nouveaux horizons auxquels elle aspire. Tout à coup, se présente l'opportunité d'épouser un jeune aristocrate français, ce qui a dû lui faire l'effet d'un conte de fées. Mais le conte de fées s'est écroulé lorsqu'elle a appris qu'il préférait ses sœurs cadettes. Il avait 17 ans et il pensait qu'à 15 ans et demi, Rose était déjà trop âgée.
Depuis 3 jours, ma sœur Catherine Désirée garde la chambre du fait d'une forte fièvre. Quel tour lui joue le destin, elle qui a été choisie pour épouser le beau vicomte de Beauharnais. On a fait mander le médecin de Fort-Royal. Aucune potion, aucun remède n'a apporté le moindre soulagement à ma sœur chérie. Catherine, je ne veux pas retourner étudier chez les sœurs de la Providence sans toi. Nous sommes tous terrifiés de te perdre. Et si tu nous quittes, m'a demandé Manette, angoissée, qui va partir en France épouser le vicomte. Il est évident que c'était la cadette, la dernière des enfants, des petites filles la pagerie, qui devait être envoyée en métropole pour être élevée au sein de la famille Beauharnais jusqu'au jour où elle serait apte à convoler en juste noces. Il a fallu que sa plus jeune sœur Manette, alors âgée de 12 ans, réussisse à tomber malade, contrariée à l'idée de quitter sa mère, sa Martinique et tout ce qu'elle connaissait, pour que Rose, déterminée, obtienne que ce soit elle qu'on envoie en définitive. À la fin du mois d'août 1779, Rose de la Pagerie, qui a 16 ans, et son père embarquent à bord de la goélette, la Pomone, qui appareille vers les côtes bretonnes. La traversée est difficile, le navire affronte une mer démontée qui rend la plupart des passagers malades. Alexandre de Beauharnais attend sa promise au port de Brest, où accoste la Pomone le 12 octobre 1779. Donc Rose arrive à Brest, épuisée, bouleversée par ce voyage, pas au mieux de sa forme. Et elle se retrouve face à ce jeune coq, un jeune homme très beau qui en a conscience et qui la regarde, cette petite créole grassouillette, et qui doit se dire « Elle n'est pas terrible, pas très à la mode, pas très belle, encore une enfant mal dégrossie. » Sans compter qu'elle ne devait pas avoir la meilleure mine qui soit, après une telle traversée. Après quelques jours de repos, Rose et son père sont enfin en état de prendre la route. Alexandre écrit à son père le marquis « Mademoiselle de la Pagerie vous paraîtra peut-être moins jolie que vous ne l'attendez. Mais je crois pouvoir vous affirmer que l'honnêteté et la douceur de son caractère surpasseront tout ce qu'on a pu vous en dire. » Paris, c'est donc ça? Tant d'odeurs nauséabondes, tant de cris, tant de commerces en tout genre, et tant de blancs partout dans les rues. Seulement, la plupart parlent un langage que je ne comprends pas. Du poissard, m'a dit mon père, un dialecte populaire qui est né dans les marchés. Je pense qu'elle a dû certainement, après avoir découvert la ville, certainement déprimer. Bernard Chevalier, historien, ancien directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Imaginez quand vous venez du pays du soleil, vous avez vécu pendant 16 ans, et subitement vous trouvez quasiment dans une ville sombre, grise, sale. C'est un choc psychologique énorme pour cette jeune fille. D'abord, quand elle arrive, on la marie d'une manière un petit peu rapide, à Noisy-le-Grand, dans une banlieue pas très loin de Paris. Mariage un peu à la va-vite pour faire la différence entre les deux familles. Les Tachères, fort anciens, mais désargentés. Les Beauharnais, moins anciens, mais très riches. Donc ce mariage est un peu étrange. Et elle découvre ce mari qui est à peine plus âgé qu'elle, il a 3 ans de plus, qui est un homme à la mode, le plus beau danseur de Paris, et qui finalement n'a que faire de ce mariage avec une jeune fille de 16 ans. Elle est à la fois subjuguée par ce ravissant et séduisant mari tourbillonnant, vibrillonnant évidemment, et qui fait état de ses états d'âme et qui s'institue son pédagogue, ce qui n'est jamais très bon dans un ménage, d'autant plus que ce sera un pédagogue très maladroit. Il s'est marié avec elle car c'était une bonne affaire pour lui. Ça lui a permis d'avoir accès à une partie de son héritage. Mais être marié à une jeune fille qui, à la différence des femmes qu'il fréquentait, n'était pas sophistiquée, ne l'amusait pas, n'était pas cultivée, ça s'est mis en travers de leur union. Il la trouvait embarrassante en société. Il ne supportait pas qu'elle veuille toute son attention et qu'elle soit tombée amoureuse au point d'en être jalouse à chaque fois qu'il posait son regard sur une autre femme. Très vite, il a été clair que cette union n'était pas pour lui. Il entre au régiment, dans l'un des régiments
de son protecteur, entre guillemets, et ami, le duc de La Rochefoucauld, et il n'aime rien tant que battre la campagne et danser toute la nuit, monter à cheval à l'aube. Enfin, ça, c'était la grande tradition, non, des cavaliers de l'époque, et il adorait les dames, et il avait beaucoup de succès. Mon mari est absent depuis plusieurs semaines. Il est en Alsace ou en Bretagne, je ne sais plus. Je suis tombée enceinte quelques semaines après son départ au régiment. Mes contractions ont commencé au milieu de la nuit. Mon fils est arrivé ce matin, le même jour que ma sœur Manette. Dois-je y voir un signe positif du destin malgré cet accouchement si douloureux? J'aimerais que maman et nourrice le voient, mais elles sont si loin. Malgré la naissance de son fils Eugène, Alexandre repart en voyage. Rose ne voit son mari que sporadiquement. Elle est de nouveau enceinte lorsqu'elle apprend qu'il s'embarque pour la Martinique, en compagnie de Laure de Lompré. Cette dernière est la maîtresse d'Alexandre. Jalouse, elle s'emploie à dénigrer Rose et fait pression sur son amant, bien influençable. Alexandre se met alors à accuser Rose d'avoir eu des amants avant son mariage. Il va jusqu'à renier son second enfant, la petite Hortense, prétextant qu'elle n'est pas de lui. Alors je pense qu'au moment où Alexandre calomnie Rose au moment de la naissance d'Hortense, là, elle a dû être certainement conseillée. Elle n'a pas pris la décision toute seule et je pense que le beau-père, le marquis de Beauharnais, le père d'Alexandre, a été entièrement du côté de sa bru et contre son propre fils. Et c'est vrai qu'elle a eu une démarche surprenante pour l'époque, d'abord de se retirer à l'abbaye de Pantemont qui recevait des dames de l'aristocratie qui voulaient se retirer du monde, et puis de faire venir cet homme de loi de façon à constater les accusations d'Alexandre et de décider finalement non pas de divorcer puisque le divorce n'existait pas, mais de faire une séparation qui sera d'ailleurs décidée au tort du mari et elle sera entièrement soutenue par son beau-père. Ce rejet d'Alexandre a fait naître chez Rose un sentiment d'infériorité. Elle se sent maladroite, moquée pour son accent et ses manières de créole. Que doit-elle faire pour ne plus être une étrangère à Paris, se sentir acceptée? Elle veut devenir une grande dame, libre et indépendante. Car il faut dire aussi qu'à l'époque, une jeune fille se mariait, mais elle restait au sein de sa famille jusqu'à sa majorité légale, qui était 25 ans. Donc elle ne sortait jamais seule, même mariée, sans être chaperonnée, et elle ne voyait jusqu'à sa majorité légale, n'avait pas une vie libre comme on dirait aujourd'hui. Elle ne voyait la société que dans le salon de sa famille ou que dans les salons amis ou alliés. Outre l'éducation mondaine qu'elle reçoit au couvent de Pont-Aymon et qui la transforme en une femme du monde, elle se constitue un formidable réseau d'amis aristocrates et de banquiers qu'elle sollicitera tout au long de sa vie. Les années passent. Alexandre tarde à payer les mensualités qu'il doit à sa femme. Rose s'embarque en juillet 1788 pour la Martinique, espérant obtenir une aide financière de sa famille. Elle en profite pour revoir ses parents et leur présenter sa fille, Hortense. Mais bientôt, les échos de la Révolution qui touchent la métropole parviennent aux Antilles. Alors que l'insurrection gagne l'île, en 1790, Rose s'embarque en toute hâte sur un navire qui la ramène en France. Elle quitte l'île 2 mois avant le décès de son père. Vous venez d'écouter « À la recherche de Joséphine ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À la recherche de Joséphine est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Films, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par French Connection Films. Cet épisode a été écrit et réalisé par Eric Elena. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.